internautes qui le suivent sans doute sous la clim. Et puis, avant de commencer cette rencontre avec David Assouline pour son livre À mort, c'est une BD qui raconte... Avec mon frère. J'y arrive. Je ne vais pas l'oublier cette fois. Avec, donc, qui a été écrit par toi, David Assouline, et qui a été dessiné par Alain Assouline, ton frère. C'est même une histoire de famille, parce que je crois même que les aquarelles qui sont en première et quatrième, c'est soit des pastels, en première et quatrième de couverture et à l'intérieur, sont d'une autre sœur, c'est ça, si j'ai pas ma sœur, qui s'appelle Esther. Voilà, donc, entreprise familiale. Donc, ce soir, nous recevons David Assouline, avant de dire de quoi il en retourne, et avant de te passer sous le feu de mes questions, je vais donner la parole à Monsieur le Président, Alaski Sadi, qui va vous accueillir. Oui, merci Mousse, merci David d'être là. La CB reçoit aujourd'hui un ami, et on a un point commun, la CB et David, entre la CB et David, c'est qu'on a l'amitié tenace, on a l'amitié cohérente et longue, et donc on reçoit un ami, et puisqu'on parle d'histoire familiale, cette BD c'est une histoire de famille inspirante, et c'est une histoire de famille revigorante, et il y a des conclusions à en tirer. Eh bien, l'ACB, avec toi David, est une histoire de famille de longue date. Et vraiment, merci de continuer de fréquenter ces lieux, d'être à nos côtés. Et c'est un vrai plaisir que de te recevoir pour cette BD. Je voulais aussi dire que David est quelqu'un dont les valeurs ne bougent pas depuis des années. Et c'est les valeurs de l'ACB, donc ça tombe bien. Donc continue sur ce chemin. Et avec ta famille, avec ton frère, avec ta sœur et avec tes militants, avec l'ACB, avec tout ton entourage, continue d'inspirer ces valeurs que nous défendons ensemble. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, À mort, c'est le nom de votre oncle paternel, c'est ça, voilà, paternel. Et cette histoire raconte l'histoire de la présence juive au Maroc à travers une ville bien particulière, bien précise qui est Sefrou, la petite Jérusalem. Tu expliqueras tout ça. Et ce livre raconte à la fois une longue histoire, parce que ça remonte au XVIe siècle en l'occurrence pour cette histoire familiale, mais aussi collective. Et il est aussi question, bien entendu, d'exil à travers À mort. Il était question d'un certain nombre de thèmes d'actualité qui sont beaucoup plus ciblés, qui remontent au protectorat et à l'arrivée de l'école israélite dans cette communauté. Et donc, avec toi, on va développer un peu cette présence juive au Maroc, ou ce Maroc juif. Et on abordera aussi, puisqu'il est aussi question de ça dans ce livre, je pense qu'il en sera peut-être encore davantage question, puisqu'il y a un tome 2 qui doit arriver, des exils, notamment en Palestine, mais aussi en France ou ailleurs. Et peut-être la première... Bon, donc, je rappelle effectivement que tu es un vieil ami de l'ACB, tu es historien de formation, et que tu as été sénateur, et comme sénateur, comme le rappelait tout à l'heure Areski, tu as non seulement été un ami, mais aussi un soutien pour nos activités. Est-ce que tu peux nous dire quand même un mot, même s'il n'est pas là, parce qu'il devait être là avec nous ce soir, Alain, mais il a eu un problème de TGV, donc forcément il a dû annuler sa présence, puisqu'il vient de province. Un mot sur, peut-être pour nous présenter ton frère. Oui, bonjour. Alain, c'est mon frère plus âgé que moi, à 4 ans et quelques de plus que moi. Il est né à Sefrou comme moi, donc il y a ce point commun, outre être mon frère, parce que tout le monde n'est pas né à Sefrou dans la fratrie. Il est entrepreneur, il a été, parce que maintenant il est aussi à la retraite, il se repose un peu. Dans la communication, le numérique, et il a été très précurseur de la communication sur Internet. Et vers la fin, disons, de son activité professionnelle, il a créé beaucoup d'écoles du numérique à destination des jeunes en insertion. Oui, des jeunes en insertion, mais globalement de ceux qui étaient en échec scolaire,
qui était sorti du système scolaire et qui, par le numérique, ce nouveau langage, raccrochait et avec 100% d'emploi derrière ces formations, ce qui a été un succès, qui était un travail aussi social et innovant. Voilà, donc, mais pour le présenter plus complètement par rapport à cette BD, depuis gosse, il adorait la BD, il dessinait, il a fait les beaux-arts, et voilà, ça explique la qualité exceptionnelle des dessins. Moi, il m'a surpris, alors je savais de quoi il était capable, parce que vous verrez, pour ceux qui vont lire cette BD, la voir, que c'est par les couleurs, par la sensibilité des expressions des personnages, il raconte beaucoup, et autant que l'écrit peut raconter. Oui, c'est vrai qu'avant même de lire la BD, rien qu'en l'ouvrant, on est tout de suite plongé dans l'émotion, dans la qualité effectivement des graphismes, des couleurs, des tons, et que c'est la première chose qui, avant même parce que j'ai reçu la BD il y a bien longtemps, je l'ai lu il y a peu de temps, mais j'ai eu le temps de la feuilleter, et c'est vrai qu'on est tout de suite dans un univers avec ce travail. Et donc c'est une première réussite. Alors je veux aussi m'excuser de façon précise, c'est vraiment, il tenait à venir parce qu'il vient de Marseille, il faisait un aller-retour juste pour ce soir, il va rentrer demain, et son TGV est encore en retard, puisqu'il même 3 heures après ils n'annulent pas, parce qu'il y a un incendie sur la voie, et donc c'est vraiment cas de force majeure. Je pense qu'il doit être sur Facebook en train de nous regarder. On le salue. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être une première question sur pourquoi cette BD, pourquoi ce travail et pourquoi maintenant? Est-ce que par exemple c'est une initiative qui vient de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre en même temps? Non, c'est vraiment de l'un et de l'autre. Alors pourquoi maintenant? Parce que vous êtes à la fête. Voilà. On était complètement dans nos activités, c'était présent tout ça, hein. Certainement lui devait se dire il faudra un jour que je dessine ou même que j'écrive cette histoire. Moi j'avais commencé, avant d'être encore plus engagé politiquement, puisque j'avais fait un film qui s'appelle Entre paradis perdu et terre promise, qui était passé sur Arte, qui racontait cette histoire, pas l'histoire d'Amor, mais l'histoire des Juifs du Maroc. Et qui est disponible sur YouTube. Et que j'ai mis en accès libre sur YouTube au moment du Covid d'ailleurs. Et donc, il y a déjà, je pense, 120 000 vues, hein, donc il a eu aussi son succès. Et d'ailleurs, quelque chose nous parle de comment réagissent les peuples et la responsabilité des politiques dans la transmission de l'histoire et même des valeurs. Quand je l'ai mis sur YouTube, il y a eu un public tout de suite, ok, mais j'ai vu un son de plus de 40 000 d'un coup en quelques semaines, au moment des accords d'Abraham, comme de musulmans marocains qui sont venus en masse le regarder. Ça veut dire qu'ils se sont d'un coup sentis autorisés à le faire. On leur a dit, ça y est, c'est normalisé avec Israël, donc avec les Juifs, on peut... Et ils ont été regarder une part de leur histoire avec passion, certainement. Et donc, des fois, des impulsions qui peuvent venir d'en haut permettent de péter pas mal de barrières et de freins. Voilà, c'est une anecdote, mais qui dit beaucoup. Donc, pour ta question, c'était une histoire mise un peu entre parenthèses pour moi, puisque j'ai beaucoup bossé là-dessus. Mais après, je deviens adjoint au maire ici, je deviens adjoint au maire de Paris, je deviens sénateur, vice-président du Sénat. Ça reste dans un coin, il faut que je m'y remette. Et puis, j'en parle avec mon frère, qui aussi était en train d'écrire ses souvenirs. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse ensemble un truc avec ce que tu sais faire, toi, merveilleusement. Alain dessiner, et moi, ressortir ce que j'avais déjà emmagasiné il y a plus de 30 ans. Parce que j'avais 32 heures de rush, de témoignages, qu'on peut transférer maintenant facilement. Hein. Mais hop, et donc ça m'a fait d'ailleurs revivre un peu tout ça. Puis j'avais aussi des archives officielles que j'avais récupérées à l'époque. Et
mais on voulait, la BD, c'était pour nous forcément pas de l'histoire sèche, grande histoire. Il fallait raconter une histoire. Dans une histoire, il y a de l'amour, des fois il y a de la violence, des fois il y a une aventure personnelle et des héros. Avec Amor, on a fait ce lien pour raconter l'histoire, mais à travers une histoire particulière et assez exceptionnelle. On reviendra sur Amor et ses peuples maternels. Peut-être d'abord situé géographiquement, cette petite Jérusalem, pourquoi l'appelait-on petite Jérusalem? C'est fou, où elle se situe au Maroc et quelle était sa particularité en termes de présence communautaire? Alors déjà pour situer, ce Frou, bon maintenant c'est très... il y a eu l'exode rural qui a continué et donc c'était un village, une toute petite ville qui était le point de marché, etc. pour tout le bled berbère qui était autour. Donc il y avait quoi? Au début du dernier siècle, il devait y avoir 7000, au moment où les Juifs s'en vont, 14 000. Bon, donc déjà, c'est dans le Moyen Atlas, au sud-est de Fès. À l'époque, c'était long d'aller à Fès, on a l'impression que c'était très loin. Aujourd'hui, ils ont fait une espèce d'autoroute. Ça fait du 20 minutes, mais avant, c'était plus d'une heure. Et souvent à pied, certains y allaient à pied ou à dos d'âne, ça mettait beaucoup plus encore. Bon, voilà, donc c'est pas loin et en même temps, c'est à 800 mètres d'altitude. Et c'est, d'un point de vue naturel, mon souvenir d'enfance, mais c'est la réalité, on marchait, on entendait l'eau partout. Donc, des petits ruisseaux là, des cascades là, bon, ça grouillait de verdure, ce qui n'est pas courant partout au Maroc. Et donc beaucoup de fruits, beaucoup de végétation, une qualité de l'air et de la vie très très forte. D'ailleurs, quand les Français sont venus, ils en ont fait un peu ce que est Vichy pour la France, en termes de... alors, ma mère, pour fustiger ces femmes et ces hommes qui venaient là de l'extérieur, disait ils ont tous les poumons abîmés. Mais voilà, donc ça c'est d'un point de vue naturel. Ensuite, la présence juive, elle ne date pas du XVIe, elle date de bien avant. Oui, je dis le XVIe parce que l'histoire, comment j'ai réussi à raconter quelque chose, comme si c'était... On a essayé de remonter une filiation voilà, c'est ça, vers le XVIe, donc l'histoire de la mort, mais dans le livre, on essaye de plonger plus loin, et donc la présence juive, de toute façon au Maroc, elle est au moins de 2000 ans, après la destruction du temple, il y a déjà des Hébreux qui arrivent de façon assez conséquente sur les côtes d'Afrique du Nord. On pense qu'il y avait une tribu, en tous les cas des familles juives qui contrôlaient le Oued à Gaï, qu'on appelait très vite l'Oued des Yehudi, l'Oued du juif, donc il avait les deux noms, hein, dans le nom topographique, l'Oued à Gaï, et le nom l'Oued des Yehudi. C'était un passage des caravanes du sud vers le nord. Et donc, on remonte leur présence au moment où les Arabes musulmans ne sont pas arrivés. Donc, vivaient de façon fixe des berbères, comme on dit, hein. C'est le mot donné par d'autres, hein, berbères, qui vivaient là avec les religions avant l'islam, qui étaient plutôt naturistes, hein, et vivaient. Il y a énormément dans les roches de grottes, ils étaient troglodytes. On pense qu'à ce moment-là, ils cohabitaient avec des juifs qui étaient arrivés, qui étaient plutôt nomades. Et puis quand les Arabes arrivent, c'est Moulay Idriss qui va fonder l'Empire à Fès. Et pour rigoler, enfin c'est même pas pour rigoler, pour se taquiner, vous connaissez les trucs entre les villes et les villages. Et donc à Sofrou, est resté le dicton qu'il est venu à la ville de Sofrou
avant d'aller s'installer au village de Fès. Et en fait, c'est vrai que ce fonds existait depuis un bon bout de temps, et que Fès, c'est là, n'existait pas. Quand il a été à Fès, il a fondé la ville, c'était une colline, bon. Et donc voilà, vous connaissez le reste de l'histoire, c'est que les musulmans, les Arabes qui islamisent plutôt, vont islamiser les populations berbères en les forçant à la conversion, mais ils ne forçaient pas les Juifs à la conversion, puisqu'ils, entre guillemets, respectaient les religions du livre, chrétiennes et juifs qui étaient sur leur passage, tout en les soumettant. Ils les protégeaient tout en les soumettant à un statut de digne inférieur, avec des prérogatives et des non-droits multiples, mais ils ne les forçaient pas à la conversion. Forcer, ça veut dire c'est une conversion ou la mort. Voilà. Et alors, il y a une part très importante, il y a un thème très important dans la BD, c'est les relations entre communautés. Comment tu les décris aujourd'hui, ces relations tout cela, à l'époque, et tout cela, bien évidemment, on y verra avant le protectorat. Mais on a un désir, une volonté de montrer une certaine fraternité. Alors, que ce soit dans les permet de faire la liaison avec ta question d'avant, où j'ai oublié de répondre à un aspect, c'est que ça c'est l'histoire, mais ça veut dire qu'au début du XXe siècle, il y a plus de juifs que de musulmans dans cette ville. Et qui vit en osmose avec le bled, c'est-à-dire que tout se fait en termes commerciaux, d'échanges avec le bled, et les juifs sont souvent les colporteurs ou les associés avec des paysans berbères dans la montagne. Il y a un exemple, il y a une belle image de fraternité où mon grand-père maternel, lui, était associé à son frère quasiment dans le bled, et qui avait, je crois, 2 vaches, un truc comme ça. Donc elles étaient élevées. Tous les matins, il partait à pied dans la montagne, c'était très long. Il allait chercher le lait et le beurre et il descendait dans le Ménat, dans le ghetto juif, ou pour le vendre, ou pour sa famille. Et c'était un accord complètement oral qui montre une scène qui est aussi dans mon film, parce que c'est raconté, c'est vrai, que quand le paysan berbère est mort, le fils a pris la succession et il a rencontré mon grand-père maternel. Et mon grand-père maternel arrive en disant voilà, j'avais ça, mais tout ça c'était oral, tu sais bien, on était comme des frères. Maintenant, si tu veux. Et à l'époque, la parole était sacrée. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ma grand-mère et mon grand-père le recevaient tous les Shabbats pour manger quand il venait au souk dans la Médina, qui descendait de la montagne aussi pour vendre, etc. Il était de la famille. Hein. Et donc le fils répond à mon grand-père, mais j'ai grandi avec toi comme son frère, donc mais on va aller à la doule, c'est-à-dire à l'huissier, au notaire, parce qu'il est d'une génération dont on va quand même l'écrire, mais tout ce que tu me dis, je te crois, je le sais, et on va faire le partage légal, normal. Voilà. Donc c'était ce type de relation fraternelle qu'il pouvait y avoir, mais à l'inverse, c'est pas parce que moi je veux envoyer un message optimiste et fraternel que j'occulte la conflictualité des rapports qu'il pouvait y avoir, voire même de la situation de discrimination que pouvaient vivre les Juifs. Ils l'ont vécu avant, j'ai décrit, quand on est dhimmi, on est protégé mais soumis. Ça voulait dire plein de trucs, hein, pour les arrière-grands-parents, c'était on ne pouvait pas marcher sur le même trottoir et rencontrer un musulman sur le même trottoir, il fallait se mettre sur le même trottoir en face. On ne pouvait pas monter l'âne, le cheval autrement qu'à califourchon, etc. On devait porter des babouches noires. C'est plein de petites choses comme ça de la vie quotidienne, mais c'était voilà, le statut. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait tout le temps la guerre, mais quand même, quand c'était une façon de vivre communautaire, quand c'était un empire musulman,
Et selon les sultans, selon les chefs, selon les guerres tribales qu'il pouvait y avoir, eh bien, il y avait des grandes périodes d'osmose et de vie vraiment tranquille entre les uns et les autres. Et puis des moments où on déchargeait la colère au moment d'instabilité politique sur les Juifs. Alors c'est... Y compris en l'occurrence avant la fin du 19e et avant le 20e. Bien sûr. C'est-à-dire tout au long de l'histoire, il y en a eu. Bon, les Juifs en général étaient regroupés, je raconte, quand exactement à Sofou, etc., dans un quartier qui leur était dédié, qui était fermé par des murailles. Qui était fermé. À telle heure le soir, c'était fermé, ils n'avaient plus le droit de sortir. Et c'était les très pauvres qui étaient là. C'est-à-dire la grande masse, 90% des Juifs étaient très pauvres. Et même quand ils avaient des métiers, ils étaient dans tous les métiers, ferronnerie, tout ce qui existait à l'époque, cordonnier, etc. Mais ça ne permettait pas de vivre, c'était très bon. Et ils vivaient là. En général, c'était pas loin, c'était autour du palais du sultan, ou du chef, du caïd, enfin, selon les... Et donc, ça voulait dire qu'ils étaient protégés. Et en même temps, c'était quand même le dernier paravent quand on en voulait au sultan. On passait par le médaille et on en massacrait pas mal. Bon, c'était... Alors, on appelait ça les razzias. Après, avec l'Europe de l'Est, on appelait ça des pogroms, mais c'est exactement la même chose. Parce que certains ont essayé de me raconter que c'est pas la même chose. Mais c'est la même chose, c'est à un moment on s'en prend à des gens pour ce qu'ils sont, c'est donc on ravage les maisons, on viole les femmes, on pille. Bon. Donc il y en a eu. Mais ce qui est paradoxal, c'est que nous on raconte une histoire aussi plus récente, c'est que quand les Français sont arrivés, c'est-à-dire le protectorat, il en a usé lui-même et il a joué de ça. Et je raconte des histoires précises. Oui, juste avant d'arriver au protectorat et les conséquences que ça va avoir et pour la communauté juive et pour les relations intercommunautaires, en termes de langue, je sais bien ton acuité sur la question culturelle en Afrique du Nord et sur la place des Amazirs, des Berbères, etc., comme substrat culturel linguistique. Donc il est souvent question d'Amazir dans ce livre. Mais en termes de langue, il n'y a que l'arabe qui sert comme langue de communication, y compris d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, dans le livre, il y a beaucoup d'expressions et de phrases en arabe traduites, etc. Mais alors pourquoi? Est-ce que c'est une histoire qui est liée à l'histoire familiale ou est-ce que ça traduit une réalité sociologique? L'usage. Là, je ne peux pas donner de verdict historique, mais des indications. Mon arrière-grand-père paternel parlait couramment amazique et ne faisait toutes ses affaires qu'en amazique. C'est le père de David qu'on voit dedans, qui est mon grand-père paternel. Parce que, et je pense que c'était le lot de beaucoup de juifs qui étaient en commerce essentiel avec le bled. Après, pourquoi c'est en arabe? Parce que c'est du judéo-arabe en fait. Ça s'écrivait en lettres hébraïques, mais c'était de l'arabe un peu déformé ou ancien, avec des mots hébreux dedans, et même dans le XXe siècle, ils y ont mis des mots de français, comme vous connaissez ça, hein, frigidaire, etc. Tous les mots modernes, on les a intégrés. Bon. Donc, je ne sais pas, effectivement, donc j'ai fait une recherche. Quand je me suis souvenu de la tonalité des expressions de ma mère, puisque ma mère ou ma grand-mère, mais ma mère est plus intime, elle nous a toujours parlé en français. Elle ne parlait qu'arabe avec sa grand-mère, puisque sa mère ne parlait qu'arabe, ses parents parlaient. Donc il y a une rupture générationnelle, il y a un truc qui se passe, ils nous parlent en français, nous parlent arabe, parce que nous on va à l'école et on s'alphabétise en français, etc. Mais il restait les insultes et les mots doux qui restaient arabes, et donc il y avait des tonalités ou des expressions classiques, bon appétit, machin, etc. Enfin, donc j'ai été les rechercher.
Et j'ai même été rechercher des proverbes qui sont dans le livre en phonétique. Parce que je voulais qu'il y ait la musique aussi. Parce qu'une fois qu'on a les images, qu'on voit, et que Alain a rendu merveilleusement à travers le climat, l'ambiance, les images restituent l'époque, on va dire. Mais les bulles, là, de dialogue, c'était en français. Les Saxons font. Quand ils sont là-bas, là, qu'ils parlent français, c'est pas... Donc on a été chercher ces expressions qu'on a distillées selon du... Mais j'ai lu des historiens qui ont travaillé sur la linguistique et le parler de ce front, en général, et le parler juif de ce front, c'était largement... il y avait du berbère largement utilisé, mais pas dans l'écrit. Oui, j'allais dire presque par définition. Et je rappelle quand même, parce qu'on le rappelle, qu'il y a quand même une spécificité, il faudra s'interroger, c'est qu'on peut parler du régime politique au Maroc, la constitution marocaine. On y viendra. Ne brûle pas les étapes. Alors, je ne veux pas être... On reviendra sur les pays, sur les indépendances. Tu as cette expression qui est très belle dans le livre, les trois langues utilisées, le français appris à l'école, l'arabe pour dialoguer et l'hébreu pour prier. Oui, mais bon, oui, c'est ça. C'était, à l'époque, c'est ça. C'est important cette rupture entre guillemets générationnelle, cette mutation, elle est gigantesque. Il y a une photo, on verra dans le tome 2, parce que on va certainement faire une scène ou un dessin à travers ça. Mais j'ai une photo que je montre souvent à des amis pour qu'ils pigent vite ce qui s'est passé dans notre histoire. Il y a mon arrière-grand-père qui a une djellaba, assez fruste, on va dire. Comme n'importe quel berbère ou vieil arabe de la montagne, qui embrasse ma mère, qui est avec son mariage, qui a des voiles en... Comment on appelle ça? Des trous de mémoire. En tulle, elle est en blanc, quoi, comme les Européens se mariaient, comme aujourd'hui, on irait encore pire même. Et c'est deux mondes. Un monde qui est à l'identique depuis des siècles. On voit que ça n'a pas bougé depuis des siècles. J'aurais fait 1000 ans avant mon arrière-grand-père, donc qui est le père de ma mère, le grand-père de ma mère, qui est là. Et on aurait eu le même personnage, le même accoutrement, la même dégaine. Et ce que va être l'européanisation, l'occidentalisation de l'accoutrement et des mœurs de ma mère et de cette génération. Et ça, on connaît tout ça, hein, nos familles. Je pense que c'est pareil pour ceux qui fréquentent l'association de culture berbère. Mais là, à ce moment-là, dans les années 30-40, c'est vraiment deux mondes qui cohabitent, mais l'un qui apparaît tellement ancien et immuable, et l'autre qui ouvre d'autres portes. Alors, avant d'aborder deux bouleversements, c'était peut-être trois avec la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le protectorat et l'arrivée de l'école israélite, peut-être un mot, puisque c'est presque la démarche, c'est-à-dire une incarnation familiale, une incarnation par des personnes. Un mot sur les personnages principaux de cette BD. On viendra aussi sur Amour un peu plus tard. Mais par exemple, les deux personnages qui nous semblent importants, sauf si je me suis bien trompé, ce sont les deux grands-parents, paternel et maternel. Voilà, c'est ça. Un mot sur eux pour les présenter. Aziza, oui. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, ma sœur, elle a dessiné, elle a fait des pastels qui servent de couverture, de pages, voilà. Une de la mort, qui est le personnage dont on parlera tout à l'heure. Aziza, c'est notre grand-mère paternelle. C'était un personnage. Mais voilà. Les femmes sont peu présentes dans les livres. Oui, non. Je ne vois la preuve que non. Je suis là quand même. Mais bon, d'abord, Amor, c'est on y viendra. C'est vrai que
on déroule le fil à travers un mort qui est un homme. Bon. Et puis, oui, c'est vrai que volontairement, on a cherché à mettre des femmes, mais dans les récits qui racontent des faits, etc., c'est pas ça qu'on avait. Les femmes, de toute façon, et c'est vrai, par exemple, il y a c'était une condition incroyable. Il y a une belle image des lavandières juives de Sopron, parce que en bas de la muraille, il y avait l'oued au fond, et tous les matins, les petites filles et les femmes allaient laver le linge dans l'oued à Gaï, à cet endroit. Et quelqu'un a fait une photo magnifique, un grand photographe, j'ai oublié son nom, qui a circulé, mais il plonge là, comme ça, on voit la grande muraille avec tous les édifices de la ville, la mosquée au loin, etc. Et on voit ces lavandières, et ça a fait une carte postale, et les lavandières juives de Sopron. Bon. C'était un peu le destin et la condition des femmes juives. Ça commençait comme ça, avec un petit déj, c'était une olive, un morceau de pain, quelques pois chiches parfois, un œuf dur, ou un demi-œuf dur, elle me disait. Et puis elles allaient bosser. Puis ensuite, c'était tâches ménagères dans la journée, etc. Bon, ensuite, il y a eu l'école, mais même quand il y a eu l'école, il n'y avait pas de collège à Sopron, on leur disait t'arrêtes. Pour aller après le certificat d'études, il fallait aller à Fès. Et les pères ne voulaient pas qu'elles aillent dans une autre ville, des jeunes filles. Donc même ma mère, on m'a interdit d'aller au-delà du certificat d'études. Son père était adorable, mais il dit c'est pas possible, tu ne peux pas partir. Et donc elle est rentrée dans une école de couture à Sopron. Et elle a appris à coudre, voilà. Mais mon père, lui, il a pu aller au collège et aller plus loin, comme beaucoup de garçons à l'époque. Donc, de toute façon, la condition des femmes, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, dans une société encore un peu archaïque, on va dire, ça n'enlève rien à leur place réelle en termes de pouvoir. Parce que, franchement, ma grand-mère, je ne pense pas que ce n'est pas elle qui décidait ce qui se passait dans la famille. Je pense même que, et même dans les situations de difficulté, c'est aussi elle qui permettait de trouver des solutions. Quand mon grand-père a fait faillite, pour des raisons qui sont racontées, elle se mettait sur le toit de la baraque la nuit. Elle faisait dans un alambic de la mafia de Sopron. C'est l'eau de vie réputée dans tout le Maroc encore aujourd'hui. On te parle de Sopron, il te parle de Mafia, même à Casa. C'était interdit. C'était dans un alambic. Elle se faisait quelques bouteilles, elle mettait sous sa allait là-bas et elle partait à Fès le jour pour les vendre à la rentrée le soir. Donc ces bonnes femmes. Et pourquoi c'est pas raconté ça? Si, on la voit faire. Rapidement, oui. On n'a pas voulu en faire un mais on la voit sur le toit en train après la faillite. Peut-être aussi tu passes vite sur les femmes, mais on voit. On retrouve à l'envoyeur, c'est ça? Exactement. Non, mais voilà, nous on a quand même voulu la mettre à l'honneur, mais c'est vrai que quand on raconte l'histoire, c'est une histoire d'hommes souvent dans le Maroc de l'époque. Encore un dernier mot sur Sopron, parce qu'il y a deux personnalités célèbres qui vont faire un tour, c'est ce que tu racontes. C'est le père Charles de Foucault. Beaucoup connaissent son épisode algérien, peu connaissent il était là pour faire d'ailleurs. Pardon, disons un mot sur son épisode algérien. C'est le fait qu'il ait été plutôt reconnu là-bas pour sa spiritualité et dans le Sahara algérien, etc. Ça, c'est relativement connu, c'est revendiqué par pas mal d'Algériens. Mais le fait qu'il ait... Parce que là, il était plutôt en mission quasi coloniale, il faisait du repérage. Alors, non. C'est le problème de... Il a des convictions religieuses, donc il va, et dans sa tête, il veut... Parce qu'il était aussi militaire. Il veut christianiser dans sa tête les populations d'Afrique du Nord, mais c'est le moment aussi où la future puissance coloniale
utilisent ces missionnaires pour avoir un état de la situation sociologique, géographique, etc., pour savoir où ils vont mettre les pieds s'ils viennent quand même, pour qu'ils sachent un peu quelles sont les mœurs, les coutumes, les endroits où les gens vivent, comment, etc. Et donc il est dans ce double rôle certainement quand il a fait ses carnets du Maroc, qui sont célèbres, avec un épisode qu'on raconte qui est incroyable, c'est qu'il arrive à Sofrou, donc ça c'est lui qui raconte, en fait il est déguisé pour dire à quel point les Juifs sont fondus dans la population et font partie de ce qu'est le Maroc de l'époque. Il se déguise en rabbin pour rentrer à Sofrou. Il est reçu et accueilli par un rabbin dans sa famille pour y dormir. Et c'est lié à ma famille, parce que c'est aussi, voilà, c'est des Oliviers qui sont de la famille de ma grand-mère. Et donc ça se racontait, y compris dans ma famille, mais c'est raconté par le père de Foucault. Le soir du Shabbat, il s'enferme la nuit dans sa chambre et il écrit ces trucs. Il écrit à la bougie allumée, etc. Donc, deux contraventions pour un rabbin, c'est qu'à Shabbat on ne travaille pas, et deux, on n'allume pas la lumière. Donc, et la petite fille de la famille, elle voit par la serrure, elle le voit bosser. Et donc, le poteau rose est dévoilé. On dit, ah, mais c'est pas un juif, donc il a été dévoilé. Mais le fait qu'il se déguise en juif pour entrer montre à quel point, pour passer inaperçu à Sofrou, il fallait être juif. Donc, ils étaient nombreux, les juifs à l'époque. Et donc, il décrit Sofrou comme un paradis sur terre, etc. Et l'autre personnalité, c'est Colette. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans ce bled? Pareil, elle a écrit un périple au Maroc. Elle a fait des voyages. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Carnet de route, comme ça. Ouais. Il faudrait que je me souvienne exactement du nom. Et il y a un chapitre, quand elle arrive à Sofrou. Certainement, il y avait une présence française depuis le protectorat, parce qu'au moment du protectorat, ils vont créer une caserne, le Fort Priou. Donc, il y a des soldats français. Ça veut dire beaucoup, parce que les soldats, ils ont des familles, il y a aussi l'administration, la poste, etc. Enfin, tout ça, c'est que les coloniaux qui occupent, avec une population... moi, quand j'ai été, il y a 30 ans, chercher des choses, c'est quasi impossible maintenant, je faisais tous les bouquinistes des bords de Seine, je marchais, il y avait ceux qui vendaient les cartes postales. À chaque fois, donc, il y avait des compartiments Maroc, mais aussi d'autres pays, c'est quoi les cartes postales reçues à Paris qui venaient du Maroc. Et je tombais tout le temps sur des cartes postales de Sofrou exceptionnelles, des photos de la vie quotidienne 1912, 1917. Mais quand je lisais ce qu'il y avait écrit derrière, c'était donc ces soldats qui écrivaient à leur femme ou à leur mère à Paris ou ailleurs en France. Donc il y avait cette présence. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Colette. Donc peut-être que la réputation de Sofrou, comme une ville sympa, machin, dans son périple, elle s'est dit, je vais aller là, mais elle est absolument fascinée par cette ville. Et donc elle raconte y compris la présence juive, elle trouve les femmes éclatantes dedans et de beauté. Et bon, elle raconte comme ça. Et bon, voilà, donc c'était sympa de faire une petite page sur ce que Colette a écrit, ce qu'elle a vu là-bas. Alors, avant d'arriver... En 1920, entre 20 et 25, elle a écrit ça. Avant d'arriver à Vichy, à la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression qu'il y a deux moments forts dans cette histoire. C'est le protectorat. Quelle incidence aura sur les Juifs du Maroc, de Sofrou en particulier, et peut-être aussi sur les relations intercommunautaires. Et l'autre moment fort, me semble-t-il, c'est l'arrivée de l'école israélite, avec ce que ça va impliquer aussi là, comme bouleversement dans la population juive. Sur le protectorat d'abord. Alors, le protectorat, d'abord, c'est une distinction avec la situation de la colonisation de l'Algérie, puisque c'est un département français, l'Algérie, et là c'est un protectorat, ça veut dire qu'on maintient un pouvoir politique soumis à l'administration française autochtone.
basé sur le Marcel, c'est-à-dire sur la façon dont les musulmans, avec l'effondrement de l'Empire ottoman, se géraient et géraient la vie. Donc c'est un accord finalement de soumission politique, mais on essaie de conserver la façon dont c'est administré. Et la société marocaine a beaucoup moins été détruite que la société algérienne. Oui, ils ont essayé de respecter quelque chose parce que ça aurait été peut-être plus dur. Et malgré ça, dans le Souss, les Berbères ont résisté, ont combattu jusqu'en 1926. C'est-à-dire pendant 14 ans, ils ont résisté et ont refusé. Bon. Donc il y a eu une résistance. Pour les Juifs, ils étaient là, mais en même temps, peut-être que certains, probablement, se disaient, avec les Français, là, peut-être que, parce qu'ils leur promettaient ça, qu'ils auraient plus le statut de dhimmi. Bon. Ce qui est vrai. Mais faux en même temps. Parce qu'en fait, les Français n'administraient pas tout le Maroc. La vie quotidienne. Enfin, ils dominaient politiquement, mais les mœurs, la façon dont le moindre doigt ou le moindre village, les choses se passaient, l'ancestral continue à dominer. Donc on a encore des résurgences de discrimination liées au statut de dhimmi qui durent encore dans des endroits du Maroc assez longtemps. Mais globalement, il n'y a plus ça. Donc, il y a ça, il y a le fait que les Français considèrent que juifs ou musulmans, c'est les mêmes, hein. Ils ne considèrent pas que c'est les leurs. Hein. Ils se méfient énormément des juifs parce qu'ils savent que tout juif, il y a même, je publie un témoignage d'un Français qui doit faire des rapports sur la situation locale, qui dit chaque juif à ce front est le correspondant et l'informateur d'un ennemi dans la montagne. Alors, en gros, quand ce front accepte le pouvoir du protectorat, ils savent qu'il y a des rebelles un peu partout, qu'il y a des tribus qui n'ont pas encore abdiqué, qui ne veulent pas se soumettre. Et les Juifs, comme ils ont tous des liens de fraternité, de commerciaux et tout ça avec le bled, considèrent que le Juif, attention, il ne faut pas lui faire confiance parce qu'il est allié aux ennemis des colons et du protectorat. Donc ils sont un peu vécus comme ça, et donc tout se mélange. Tout se mélange dans leur rapport. Est-ce qu'ils ont plus que d'autres résisté? Non. Bon. Moins que d'autres? Pas toujours. Pas toujours. Est-ce que en tous les cas, ils n'ont pas vécu vraiment à ce moment-là, précisément, que c'était la grande libération pour eux. Mais ils ne voyaient pas ça forcément comme quelque chose de néfaste, selon ce qu'ils avaient à... Il y a un événement quand même qui est très, très fort, dont on a voulu parler, que Alain a merveilleusement dessiné, et je m'en suis presque rendu compte très tard. Un des événements vous voyez, dans les mémoires anticoloniales, il y a le moment où il y a eu la révolte. En fait, quand le sultan abdique à Fès, et donc signe le fait d'accepter le pouvoir du protectorat, c'est de là que date la date du protectorat, en 1912, il y a une révolte, et interne aux troupes du sultan, et dans la population, qui n'accepte pas cette abdication. J'ai entendu évoquer cela dans une historienne qui parlait de l'histoire de la lutte pour l'indépendance au Maroc. Et cette date-là, avec cet événement à Fès de révolte, est rentrée dans ma tête. Je suis rentré chez moi et je l'ai percuté avec la date qui reste dans toute la mémoire des Juifs du Maroc, qui est la date du pogrom de Fès, qui a un nom particulier, le Terre, parce qu'il y a eu un moment, voilà, un massacre de Juifs dans le Ménat de Fès, en 1912. C'est exactement le même événement. Truc de fou, c'est le même événement. C'est-à-dire que cette révolte, elle a commencé par aller raser le Ménat contre les Français. Et les Français, pour rétablir l'ordre, ils ont rasé le Ménat au canon. Et pour protéger les Juifs qui fuyaient, ils les ont accueillis dans les eaux du sultan et mis dans des cages à lions à côté des lions. C'était les eaux humains avant l'heure.
Et on est tombé sur une photo qui montre ces familles juives apeurées derrière les barreaux d'une cage avec, à côté, juste à côté, collé, la cage avec les lions derrière. Bon voilà, symboliquement, ça te montre la situation, voilà, on les protégeait, mais bon, ils étaient quand même mis à chaque fois devant pour servir de bouc émissaire ou de tampon, et donc dans une situation de fragilité communautaire, voilà, après se transmettre des peurs, probablement, à travers, moi quand j'ai interrogé il y a 30 ans pour mon film, certains me disaient, je dis raconte-moi, mais il n'y avait rien en fait. C'est juste on nous disait qu'un jour la foule elle peut venir. En fait, il n'y avait pas rien. Mais en tous les cas, ce qui a été transmis de réel, c'est qu'on était vulnérable et qu'à un moment, la justice pouvait nous frapper parce qu'on était juif. Je vais revenir, mais juste avant, parce que je pense qu'il y a une convergence quant aux effets, c'est l'arrivée de l'école de l'Alliance israélite qui va aussi provoquer un certain nombre de bouleversements au sein de la communauté juive entre les ancestraux ou les traditionnels, etc., et les modernes. Et une chose qui m'a aussi étonné, c'est que, l'explication elle est dans la BD, c'est que c'était les filles qui fréquentaient davantage l'école de l'Alliance israélite que les garçons. Alors, quel bouleversement et pourquoi? Voilà les contradictions quand on parlait tout à l'heure de la place des femmes, etc. Bon, elles sont quand même présentes. Oui, David, il n'y a pas de souci. Non, mais tu as bien. Ce que j'aime bien, c'est que tu racontes que des histoires où il y a des femmes en disant qu'elles sont absentes de la vie. Vas-y, c'est... Tu l'as énervé. Non, mais l'Alliance israélite, bon, c'est en gros, c'est une œuvre laïque universaliste de juifs dans le monde qui pense qu'on peut s'émanciper et vivre mieux par l'éducation. Et c'est les valeurs humanistes, universalistes, etc. qui sont là. Donc, on crée des écoles. Se crée, je pense, à ce front en 1917, la première école. C'est une femme qui me l'a raconté et qui, ça m'avait frappé. Donc, ça veut dire que dès 1917, des jeunes filles juives dans ce monde ancestral ont été à l'école. Ces écoles, alors, ou sinon, c'était des écoles rabbiniques. On s'alphabétisait, on apprenait à travers les écoles talmudiques, rabbiniques, on appelle ça comme on veut. Quand ces écoles se sont créées, c'était une façon pour les familles de dire, bon, bah, puisque ça existe et qu'on n'accepte pas dans les écoles rabbiniques les femmes, on va mettre nos filles là-dedans. Il y a eu un conflit, c'est que l'Alliance voulait des hommes aussi, des garçons, tout simplement. Et donc, pour obliger, à un moment, le directeur a dit, dans les années 30, chaque fois que vous inscrivez une fille, il faut qu'il y ait un garçon. Sinon, c'est pas la... C'est comme les boîtes de nuit. Voilà. Mais inversé. Inversé en l'occurrence. Il faut que l'enfant... bon. Donc voilà. Et donc, ça a fait une guerre avec Paname, parce qu'ils ont vu les garçons commencer à pouvoir partir. C'était deux enseignements différents. Je pense que la culture juive enseignée dans les écoles rabbiniques leur a apporté certainement beaucoup, mais pas du tout. Et les métiers et les formations et l'ouverture sur le monde tel qu'il était, les valeurs d'émancipation qui ont émergé 17, 18, 19e siècle en Europe, dont la France était tout le temps l'étendard pour eux. Hein. C'est-à-dire, quand mon père me racontait ça, la France était débouchée. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on est arrivé en France. Donc, mais paradoxalement, il y avait tout ça, et nos ancêtres, les Gaulois. C'était calqué sur les programmes de l'éducation en France qui enseignaient comme ça les choses. Donc alors pour un juif du Moyen Atlas, nos ancêtres les Gaulois, c'était compliqué. Mais en tous les cas, malgré ça, bon, et par exemple, ils racontent tous que dans ces écoles, c'était la première fois qu'ils faisaient du sport. Donc le corps était quelque chose de traité, quoi. Ils se sentaient, voilà, ils faisaient des compétitions, du saut en hauteur, de la course de vitesse,
du football, du machin, et que pour eux, c'était un monde inconnu de gosses. C'était un monde inconnu parce que l'école intermédiaire, c'était voilà, le corps et le sport n'étaient pas mis à nu, encore moins pour les femmes. Donc ça a été une mutation très très importante et un affrontement entre laïcs et religieux, qu'on va plus raconter dans le tome 2, parce que ça va se solder par des faits précis d'affrontement, puisque ensuite, c'était un système communautaire, le Maroc. Les communautés avaient leur juridiction, et tout ça était respecté. Il y avait les musulmans, les juifs, les européens, et tout ça chapeauté par le pouvoir politique colonial. Et donc, à un moment, la France va créer le Conseil des communautés et traiter avec les rabbins. Ils ont voulu installer un rapport officiel avec la communauté qui transcendait les rabbins, mais il y avait les notables, etc. Et ils ont organisé une représentation nationale basée sur les communautés locales. Donc dans il y a eu des élections. Mon père me dit, pourtant c'est dans les années 40, c'est pas dans le livre, je vous raconte le prochain. Il me dit, la première fois que j'ai voté dans ma vie, c'est pour élire les représentants du comité juif qu'on envoyait élire le représentant marocain. Et il me raconte comment les anciens, ils avaient créé une association, les anciens de l'école de l'Alliance israélite universelle, donc eux étaient déjà sortis, d'avoir 18, 20 ans, hein, et au vote, ils allaient affronter pour se faire élire les représentants des notables, c'était les riches, et des religieux, les rabbins. Et qui me dit, il y avait tout le temps l'alliance du sabre et du goupillon, des capitalistes et des religieux contre nous. On transpose les enjeux futurs, mais en tout cas, c'était ça. Et donc, à travers l'alliance, c'était aussi des valeurs, Bon, et là-dedans, les sionistes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui considéraient qu'il fallait construire une souveraineté juive en Palestine de l'époque, commencent à exister, porteurs de ces valeurs. C'est-à-dire que c'est en s'appuyant sur l'école de l'Alliance israélite, de ce qui était enseigné, avec tout ce que ça voulait dire, qu'on pouvait faire sa vie, que la femme était l'égale de l'homme, qu'on pouvait être égaux, etc. Eux le transposaient à « on va faire un pays comme ça », et dans la tradition juive, où on aura une souveraineté, on se gouvernera nous-mêmes, on ne sera plus la proie du pouvoir ou de la majorité où on vit, puisque partout les Juifs étaient minoritaires dans le monde. Et donc, il y a une rencontre entre cet idéal sioniste initial et ce qui s'enseigne comme valeur à l'Alliance israélite universelle. Je pensais, comme tout à l'heure, je parlais de convergence entre le protectorat et l'école de l'Alliance israélite. C'est effectivement une sorte de convergence vers l'idée d'émancipation et le désir de les établir, en l'occurrence en Palestine. Un petit mot sur une phrase que disait le grand-père, qui s'appelle David Assouline, à son fils à mort, qui disait, en envoyant à l'école de l'Alliance, il lui disait « Tu vas apprendre, il n'y a pas que la Torah ». En n'oubliant pas de lui dire, effectivement, qu'il ne faut pas oublier de lui dire. Ce livre a beaucoup de résonance avec des questions d'actualité, que ce soit l'immigration, que ce soit l'exil, que ce soit la mémoire, que ce soit les identités, etc. Si on a le temps, j'ai d'autres questions sur le sujet. Mais là, on se rend compte à quel point on est capable, finalement, de s'identifier à des valeurs républicaines, en l'occurrence laïques et autres, sans rien relier de ce que l'on peut, ou se rattacher malgré tout à des origines. Et ça, c'est quelque chose d'important, je crois, y compris aujourd'hui, parce que on a du mal à faire comprendre que l'on peut effectivement être complètement républicain, d'origine algérienne, marocaine ou subsaharienne, et puis quand même cultiver, chacun à sa sauce d'ailleurs, très souvent de manière plus ou moins large, une origine. Bien sûr. Moi, tous ces débats avec Mehdi Nabaoui, Samia, on a fait une histoire des immigrations. En 3 tomes en France. Donc ça on l'a traité, et moi qui avais fait mon mémoire de maîtriser tout plus spécifiquement là-dessus, j'ai toujours essayé de traiter la question suivante.
on disait à une époque, le melting pot anglo-saxon, c'est génial, il y a des communautés, elles sont visibles, on les voit, ils ont des responsabilités politiques, machin et tout. À l'arrivée, on se rend compte que ça marche très bien, c'est assez explosif leur histoire, hein. Mais qu'en plus, si on doit regarder ce que c'est que la vraie fraternité, la vraie osmose, c'est que à travers les générations, à un moment donné, il faut un peu de métissage, quoi. Pas chacun chez soi. On ne peut pas vivre des décennies, voire des siècles sur le même sol, et certes, tout le monde est visible, mais chez lui. Normalement, il y a ça. Il n'y a pas ça. En France, on a peut-être échoué sur plein de trucs, hein, mais il y a beaucoup plus de mariages mixtes. Voilà, ça se compte comme ça. Les mathématiques, ça, on peut contrôler. Combien de mariages mixtes? Ben, en France, il y en a beaucoup. On nous dit que c'est, je sais pas quoi, c'est la guerre et tout. Non, quand même. En lame de fond, il y a ça. Il y en a qui veulent qu'on retourne à autre chose, mais en lame de fond, la laïcité a permis ça. Voilà. Mais, quand même, il y a toujours eu un courant en France considérant que la laïcité, ça voulait dire l'assimilation. Au sens, d'ailleurs Zemmour en fait des tartines là-dessus, au sens où il faut, pour rentrer dans la maison, voilà, on va prendre une image, je veux rentrer dans la maison France, j'ai une valise, je la pose à l'entrée et je peux rentrer. Or, il faut rentrer avec sa valise. Et donc, avec ce qu'on est, avec sa culture, ses origines, tout. Et d'ailleurs, c'était pas aussi violent avant, puisque si on regarde les années 30, sur lesquelles j'ai travaillé, on n'a jamais dit aux Italiens d'arrêter tout ce qu'ils ont ramené d'Italie. Et leur cuisine, et l'accordéon, d'ailleurs c'est devenu des trucs français, mais tout ce qu'ils ont pu ramener à ce moment-là, les guinguettes, etc., les Polonais, on allait les chercher en Pologne, on prenait le village, on le mettait dans le train, avec la chorale et le curé. Le train arrivait devant l'usine sidérurgique dans l'est de la France ou dans le nord. Le rail arrivait jusqu'à l'entrée du site qu'on avait construit. Et on transplantait le village polonais. Et aujourd'hui, vous allez dans le nord et dans ces endroits, les chorales polonaises qui sont encore là. Et donc, on leur a pas dit, ça y est, vous arrêtez, vous parlez plus polonais, vous oubliez vos chants, votre nourriture, vos ancêtres. Bon, donc là, la République a été capable de négocier la chose. Et aujourd'hui, on veut faire... Bon, alors c'est parce qu'aussi les populations immigrées sont différentes et donc on agit d'autres fantasmes, puisque elles viennent en général ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne avec d'autres religions. Mais, donc ça veut pas dire, je ne veux pas simplifier le problème, mais globalement la problématique est la même. Il faut absolument concevoir qu'on fait contrat social avec les mêmes droits, les mêmes devoirs à travers les institutions politiques, la vie citoyenne. C'est la République où chacun est considéré comme un et pas une communauté, mais qu'ensuite qu'on puisse faire vivre culturellement, d'où on vient, une culture spécifique d'origine, etc. C'est un enrichissement pour l'ensemble. Et c'est pas un vain mot que de le dire. C'est la culture française s'est enrichie, c'est une métamorphose continuelle. Il n'y a pas une origine, ensuite on passe à ça. Il y a perpétuellement notre nourriture, notre musique, nos repères culturels et tout se transforment et donnent ce qu'est la culture française. Et je pense que donc la réponse à ce que tu dis, c'est que dans toutes nos histoires d'exil, il y a ça au fond. Et c'est aussi un enrichissement pour ceux et celles qui arrivent. Un dernier retour sur l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale et Vichy et ses conséquences, parce que là, effectivement, elles sont assez terribles. Et il y aurait une prise de position en particulier du sultan qui ne sera pas très bien vue des autorités françaises. Les lois anti-juives au Maroc, et notamment pour la communauté juive de Sefo, ça s'est traduit comment? Et pour nous, ça a été la même. Les lois anti-juives sont les mêmes. Donc le
protectorat édicte tout ce qui va être édicté en France, en Algérie, là où il veut. Sauf que la grande différence, c'est qu'au Maroc, pour rentrer dans la vie quotidienne, ça doit se transformer en daïr. Voilà, un décret français se transforme en daïr, émis par le sultan, pour traduire dans les faits ce que ça signifie. Si on dit il faut plus d'enfants juifs dans les écoles, les juifs doivent être assignés à ci, à ça, l'application se fait d'abord par une transcription dans le droit marocain sous l'autorité du sultan, et ensuite, pour l'appliquer, il y a les Français là où ils sont, mais dans l'ensemble du territoire, la profondeur du territoire, c'est aussi le Marsen, c'est-à-dire l'administration du sultan, qui va le contrôler. Donc, quand ils ont fait ça, il y a eu effectivement, il a été obligé, le sultan, de transcrire en daïr les lois anti-juives, mais il a dit en même temps que les juifs du Maroc étaient ces sujets comme les autres, qui ne voulaient pas de discrimination entre eux. Là, il le dit dans un banquet devant les autorités. Oui, c'est bien. Et où il a pris la peine d'être un peu provocateur, parce que c'est un banquet avec les autorités de Vichy, le gouverneur, et il a invité les notables juifs à la table. Et, alors que ces décrets anti-juifs étaient sortis. Et il dit à table ça. Donc, j'ai trouvé une dépêche de l'ex-AFP, mais sous le régime de Vichy, ça s'appelait autrement, sous contrôle de Vichy, qui raconte ça. Qui dit émotion, en fait, enfin, je n'ai pas les termes, il faudrait qu'on sorte le livre, mais parce que le sultan a manifesté ça et a montré de la réticence à l'appliquer. Ça veut dire que dans l'application, le Marsen n'a pas été fouillé dans la moindre maison à ce que les Juifs respectent le truc. D'abord, les Juifs n'étaient pas dans les écoles françaises. Donc, mais partout où ils ont été dans les écoles françaises, puisqu'il y avait l'Alliance, dans les grandes villes, ils ont été vidés. J'ai des témoignages que ça, quand ça a commencé à s'appliquer, ça s'est appliqué. Et ils n'avaient accès, ils n'avaient pas accès à l'administration, on fait des lettres propres, etc. Mais ça a été très court. Donc, le moment de l'appliquer, avec un peu de réticence, pas que les Américains débarquent. Et donc, le régime de Vichy n'a plus l'autorité sur le Maroc, et donc le sultan est tranquille, et ça s'arrête. Mais ça se manifeste par une scène quand même importante du livre, qui est que le premier acte de la loi de Vichy, qui s'applique au Maroc, c'est qu'on fait le recensement des biens juifs. Donc, tout juif doit remplir un formulaire où il dit tout ce qu'il a. Une fois qu'il a envoyé aux autorités, on sait ce qu'on va exproprier. Bon. Quand j'ai fait mon film il y a 30 ans, je vais à la mairie, je demande les archives, on ouvre une porte, il y avait des milliers de feuilles dispersées dans une salle. Bon, la conservation des archives, 96, c'est pas génial. Il y avait des mines d'or. Et dans ces milliers, ce qui m'avait frappé, c'était ces formulaires de recensement. Puisque chaque juif avait dû remplir ça, une feuille. Et la grande majorité, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait la photo, la photo, le nom et tout, on pouvait reconstituer une communauté de façon incroyable. Une poule, 2 chaises, une table, c'était ça qui était recensé, pour montrer la pauvreté. Mon grand-père, qui lui était en vie nouvelle, pas au Mela, le grand-père paternel. Le grand-père maternel vivait au Mela très pauvre. L'autre famille était sortie du Mela et avait plus de moyens. Il avait un camion et un chauffeur qui était un peu associé, mais qui n'était pas propriétaire, qui travaillait avec lui pour aller justement dans le bled fournir les marchandises et les biens. Et il voit son ami, en plus c'était un ami, il lui dit, écoute, là, on nous demande le recensement, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à ton nom, comme ça, s'ils viennent chercher, ils ne peuvent pas nous le prendre, puis quand ça sera fini, tout ça, on revient à la normale. Et malheureusement, il a tiré le mauvais lot. Quand ça s'est fini, le gars a dit, non, c'est à moi. C'est là que mon grand-père fait faillite et que ma grand-mère va faire de la mafia
D'accord. Mais bon, donc c'est une scène qu'on raconte et qui et ce qui est fou, pour montrer la vie de l'époque, c'est que ce gars qui avait l'habitude de venir boire le thé chez ma grand-mère, et c'était un second chez lui, il revenait boire le thé. Et mon grand-père s'enfermait dans sa chambre pour ne pas le voir. Et ma grand-mère lui faisait un peu la conversation. Elle disait, le pauvre Dieu l'a puni. Pourquoi? Parce que le gars ne savait pas gérer, en fait. C'était une petite entreprise, quand même, ce camion. Et donc, il a fait faillite à son tour. Il venait un peu se plaindre. Et ma grand-mère l'accueillait en disant, le pauvre Dieu l'a puni. Pas mon grand-père. Alors, venons-en à mort. Pourquoi en avoir fait le titre de cette BD, le fil conducteur? Parce que la BD s'ouvre sur lui, en l'occurrence dans un kibbutz en Palestine sous mandat britannique, se referme avec lui, mais ça on ne dira pas comment. Mais donc pourquoi avoir choisi ce grand-père que vous n'avez pas connu d'ailleurs? C'est pas un grand-père. C'était le jeune frère de mon père, il avait 2 ans de moins. On ne l'a jamais connu, oui, forcément, ça veut dire que quand on est né, il n'était plus là. Donc on ne peut pas dire comment. Mais lui, il a un itinéraire complètement différent de mon père, mais aussi très précurseur pour les Juifs du Maroc de l'époque. En gros, pourquoi? C'est un hommage, puisque voilà, il y a un nom comme ça, un peu un non-dit aussi dans ma famille, et que tous les gens qui m'en ont parlé, qui nous en ont parlé, ont parlé comme d'un héros. Mais pas pour ce qu'il a fait après, mais pour ce qu'il était à ce jour. Parce que dans ce moment d'émergence d'une génération qui commençait à s'ouvrir aux idées d'émancipation, ou même seulement de respect des droits, il était tout le temps là. C'est-à-dire, en gros, il a pris beaucoup de coups, mais il les rendait tous. Il apparaissait comme un leader pour les jeunes juifs qui avaient vécu que dans cette oppression depuis des siècles et qui la trouvaient presque normale, comme toutes les oppressions. On est une minorité, c'est notre sort. Et puis il y a des gens qui disent non. Bon, et puis il les rassurait, il les protégeait, il était fort, il était beau. J'ai les photos et c'est vrai, donc, mais on en parlait comme ça. Et donc on s'est dit, bon voilà, et puis comme il a une vraie histoire de BD, ou de film, ou de roman, on s'est dit, ça c'est bien, parce que la BD, ça peut pas être, on raconte l'histoire comme ça. Il faut qu'il y ait de l'aventure, mais qui colle à la réalité. Et d'ailleurs, très souvent, on a complètement le droit de s'émanciper de la réalité quand on fait une BD. On a tous les droits quand on est auteur. Moi, j'ai resté avec ce truc d'historien, d'essayer que ça colle à l'exactitude des dates où telle chose est intervenue et tout ça. Donc on faisait des recherches avec Alain pour que ça reste quand même une vérité qui s'appuie. Donc il y a eu pas mal de travail quand même de recherche. Et des fois, on laissait aller l'imagination, et le dessin le permet. Voilà, donc à mort, lui décide à un moment de partir quand les Juifs du Maroc ne partent pas du tout en Palestine. C'est avant la guerre, donc. C'est juste après la guerre, pardon. C'est encore les Britanniques qui dirigent la Palestine. Il y a un foyer juif avec des kibbutz et des communautés agricoles. Il y a un combat de groupes juifs, notamment là, avec la Haganah, qui combattent les Britanniques comme l'impérialisme britannique pour les bouter hors de Palestine. Et en même temps, dans une conflictualité avec les Arabes, qui considèrent certes que les Britanniques les ont colonisés et les colonisent, mais que les Juifs n'ont rien à faire là, et que donc c'est un... D'ailleurs, la BD s'ouvre sur une scène... Voilà, donc c'est un jeu un peu à trois complexes, mais lui décide d'aller là-bas pour être dans une communauté agricole, et en se disant, il n'a pas du tout l'idée de la géographie exacte des choses, c'est que c'est là-bas que les Hébreux ont vécu, que c'est là-bas qu'il faut créer une souveraineté juive, mais les contours de l'État qui devrait se constituer ne sont pas encore
arrêté ni clair. Et en tous les cas, il va là-bas, il va dans un kibbutz, ensuite il est amené à être dans une unité qui protège les kibbutz. Donc ils ont vraiment des petits camions semi-blindés de plaques de bois, ils ont des fusils à un coup, mais ils doivent, disons, faire que les gens, parce que c'est des familles qui vivent dans les kibbutz, aient une sécurité, et donc on les envoie à des moments chauds. Il y a la déclaration de partage qui est faite par l'ONU, qui décide que la Palestine doit être partagée entre arabes et juifs, selon des frontières données, celle de 1947. Et à ce moment-là, il y a tous les armées arabes autour refusent ce partage et attaquent sur tous les fronts. Lui, il est envoyé pour protéger, donc il n'y a pas encore l'État d'Israël, mais il y a la déclaration. Cette déclaration de l'ONU qui partage, mais qui est refusée par les armées arabes, qui disent aux populations autochtones palestiniennes, révoltez-vous, n'acceptez pas, etc., ce partage. Et ça c'est donc la scène se passe en janvier. C'est en mai qu'il y a la déclaration de fondation de l'État d'Israël par Ben-Gurion. C'est dans cet entre-deux, donc entre la déclaration et que lui est amené à protéger un kibbutz qui était très à gauche, à Ephraim. Ephraim, encore aujourd'hui, c'est presque un dernier témoin d'une époque où les kibbutz étaient vraiment communistes, quoi. C'était la totalité, même les enfants étaient partagés. C'était incroyable. Bon, c'était un de la Shomer Hatzair de l'époque qui était plus radical que le Parti communiste en termes de socialisme revendiqué. Ils sont encerclés par ces armées arabes, ce kibbutz, à la frontière syrienne. Il est appelé avec quelques camarades à aller les ravitailler en eau. Et dans le moment où il va, ils sont pris dans une embuscade. Et ça commence comme ça, le livre. Mais pour aller, voilà, je suis trop long parce que carrément je raconte le bouquin, mais pour aller là-bas, on s'est rendu compte que, de façon bizarre, il décide, après le protectorat, d'aller dans une école agricole à Fès pour avoir un diplôme d'agriculture, ce que ne faisaient pas les juifs. C'est pas ça qui est. Et donc, d'ailleurs, il y a eu des problèmes pour l'admettre, parce qu'il y avait les Français, et les Français acceptaient qu'il y ait des musulmans, qu'il y avait des fermes et tout ça. Les juifs, qu'est-ce que tu sors? Pourquoi? Bon, donc il y a eu des démarches. Il a eu son diplôme. Avec son diplôme, il a demandé un visa pour la Palestine. Il y avait 10 visas donnés pour les juifs marocains. Pourquoi? Parce qu'au sortir de la guerre, déjà, c'est tous les réfugiés de la Shoah qui étaient prioritaires, ce qui est normal pour aller en Israël, puis ils ne pouvaient pas retourner en Pologne ou sur les lieux où ils ont été massacrés. Et on s'en foutait un peu des juifs marocains. Mais par contre, on en donnait un peu, et dans cette sélection de qui on allait prendre ceux qui pouvaient apporter quelque chose, et notamment faire fleurir le désert, qui était le truc, c'est qu'il nous faut des agriculteurs qui peuvent faire des miracles sur des terres hostiles, arides, etc. Et donc, lui, il a fait toute cette démarche, il a eu le visa, il part, ils sont deux, ils partent ensemble, il passe par la France, un camp de réfugiés à Arras, et il arrive là-bas. Donc, lui, il a cet itinéraire complètement précurseur pour le Maroc, et en particulier pour ce front, à un moment donné où il n'y a pas d'immigration importante des juifs marocains. Dans le deuxième tome, on va raconter l'exode total de 300 000 juifs quand même, qui ne vivent plus au Maroc aujourd'hui. Il va en rester 2000. Ils étaient 300 000 encore fin des années 40, début des années 50. Ce qui n'est pas rien. Une dernière question avant de donner la parole à Bassam. Tu as cette citation qui nous ramène sans doute à ce que tu disais au début. Je crois que tu répondais à un entretien. Ce qui s'est passé, c'est passé. Près de 300 000 juifs y vivaient, et leurs ancêtres depuis 2000 ans. Cette époque est révolue. Mais ceux qui y vivent encore sont les seuls du monde musulman à le pouvoir encore. Je mesure l'importance que le Maroc soit le seul pays à avoir inscrit ses origines hébraïques dans sa constitution,
avec celle amazigh, andalouse et africaine, comme une reconnaissance de cette part de l'autre en soi, en chaque histoire et en chacun de nous. Je trouve que ça indépendamment du côté mémoire, histoire, ça débouche sur des questions d'actualité extrêmement fortes, à la fois sur le fleuve détourné des indépendances, où toutes les diversités culturelles, linguistiques, où sont liées, où sont disparues, mais aussi en immigration, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va comprendre que l'immigration, les immigrations d'origine algérienne en particulier ou marocaine, sont elles-mêmes aussi diverses, et que cette diversité, c'est à la fois un gage peut-être de démocratie, et c'est surtout un gage aussi de lutte contre conformisme, l'uniformité, voire même des idéologies plus ou moins de fermeture. Oui, si je souligne ça pour le Maroc, c'est quand même très important. C'est pas seulement le seul pays musulman, mais je crois le seul pays au monde qui reconnaît une origine hébraïque dans son identité, comme il part de son identité. C'est incroyable qu'il y ait ça. Et ça commence par là. On ne va pas refaire l'histoire. Ceux qui disent qu'ils vont revenir, mais qui va revenir? Même les Juifs, ils ont établi depuis des décennies maintenant leur vie ailleurs. On ne peut pas dire je vais retourner au Maroc. Ils vont y retourner le cœur apaisé pour aller sur les tombes de leurs ancêtres, voir où leurs parents, grands-parents vivaient et tout. Donc on ne va pas refaire ça. C'est tombé à un niveau si bas, on en a plus, je dis peut-être 2000. Bon. Même moi, j'ai demandé ma nationalité. Enfin, j'ai pas demandé ma nationalité, j'ai demandé mes papiers, puisqu'on est juif à vie. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, juif à vie, on l'est. Mais marocain à vie. C'est-à-dire que, en fait, ma dernière apparition avec identitaire avec le Maroc administrative, c'est le passeport de ma mère quand on décide de venir en France, enfin quand mes parents viennent. Je suis sur le passeport de ma mère, j'ai le passeport intact, et c'est un passeport marocain. Il m'a été naturalisé plus tard en France, donc je suis non seulement un immigré direct, pas de la deuxième ou troisième génération, mais je suis arrivé étranger en France. J'ai été naturalisé plus tard. On est arrivé dans une cité HLM à Creil, directement transplanté du Maroc là. On ne peut pas dire que Creil c'était le même soleil et les mêmes odeurs et les mêmes épices que le Maroc, mais ça s'est fait pour moi à l'âge de 8 ans de façon très brutale. Et donc, c'est-à-dire que c'est une histoire évolue. Ça serait bien que le patrimoine, etc., historique soit préservé. Il l'est plus ou moins en fonction, il est de façon active depuis que le roi a dit il faut restaurer tout ça. Enfin, beaucoup de choses étaient déjà finies. Moi, ce fond, la synagogue la plus vieille, s'est écroulée. Je vais te raconter une anecdote parce qu'elle concerne un ami commun qui m'a fait un geste génial. Quand j'ai fait le film il y a 30 ans, j'emmène un vieux, je lui dis allez, vas-y, va dans le Mela et vis ce que tu vas retrouver 40 ans après. Et il arrive pour aller à cette synagogue. Il n'y a plus rien, il y a un vide. Mais là, c'est très serré, les ruelles sont soulevées. Et là, il y a un vide. En fait, la synagogue venait d'être rasée parce qu'elle s'écroulait sur les gens. Du XVIIe siècle. C'est vraiment n'importe quoi. Et bon, donc on voit le gars, c'est triste, mais qui dit partons, etc. Ça, c'est dans mon film. Quand j'ai eu mes 50 ans, 40, je ne vois plus les années, quand j'ai eu mes 40 ans, un ami qui était avec moi sur le tournage, Mehdi Lalaoui, que vous connaissez, il était avec moi à ce moment-là. Et il a fait quelque chose que je n'ai pas vu, mais à mes 40 ans, il m'a offert un coffret de bois d'ébène qu'il a fait faire par un artisan. Et à l'intérieur, il y avait une pierre qu'on peut tirer, que j'ai encore chez moi, et c'est une des pierres de la synagogue écroulée. Et quand il a vu ça, il a pris les pierres, il ne l'a pas dit, et puis un jour, j'ai eu ce cadeau. Voilà, donc c'est pour dire qu'est-ce que c'est que l'amitié et la fraternité, c'est tout ça, c'est aussi ces attentions,
c'est un hommage aussi que je veux lui rendre à cette occasion. Donc, tout ça, on ne va pas reconstruire. Il faut préserver les cimetières, les mémoires encore. Il y a encore des endroits qu'on peut réhabiliter un peu partout. Hein. La vie juive était partout. On va dans le désert marocain, on la voit. On voit des pierres tombales de plusieurs siècles, voire de millénaires. On voit des saints. Et il y avait une particularité au Maroc. Je finis, je parle beaucoup. Hein. J'aime bien raconter tout ça parce que peu de gens connaissent. Mais il y avait une particularité au Maroc, c'est que, et ça doit être les origines païennes, qui a pu avoir avec les Berbères, les Amazirs, avant l'islam et avant l'hébreu, il y avait, on honore des saints. Et les saints, c'est souvent à l'occasion je ne sais pas, du retour du soleil ou du retour de je ne sais pas quoi, etc., qui était lié, on va faire la cueillette des cerises, et il y avait une fête, il y avait un machin, il y avait un truc. À Sefrou, il y a une grotte où il y avait un pèlerinage, les juifs honoraient un saint, et les musulmans aussi. Le même saint. Il y en avait plus de 300 communs entre juifs et musulmans au Maroc, avec des pèlerinages. Aujourd'hui, les juifs, des fois, le font, des voyages organisés pour aller faire le pèlerinage là-bas, au Maroc et tout, comme il y en a d'ailleurs en Russie, en Europe centrale, il y a souvent des trucs comme ça. Mais j'ai un ami qui adore ça, un musulman, Mohamed, il suit ça, il est très érudit, et il les fait, et ça, il y a des musulmans qui font aujourd'hui des pèlerinages que faisaient les juifs à l'époque pour honorer le même saint. C'était les marabouts, on appelait ça le marabout. Bon. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'était ça aussi la fraternité, et je veux finir là-dessus. On a voulu vraiment tout dire. On raconte, on n'a pas besoin d'essayer d'idéologiser les choses. C'était génial, le Maroc, les juifs, les musulmans s'adoraient, il n'y a jamais eu de problème et tout. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là avec l'État d'Israël? Ils ont créé des tensions, ils se sont barrés à cause des sionistes, des conneries. Il y avait une minorité juive, donc elle vivait comme toutes les minorités, entre guillemets, hein, parce que des fois même les majorités, puisque les Berbères, je crois qu'ils sont majoritaires, et ils ont vécu une oppression par les Arabes. Mais, et ils la vivent encore. Mais en tous les cas, des minorités là, ont vécu, non, c'était pas toujours radieux, mais il y avait des fraternités profondes. Une femme juive pouvait donner le bébé à sa voisine musulmane pour prendre le sein pendant qu'elle allait faire ses courses, et inversement. C'était les frères de lait, oui, des histoires comme ça, on en a raconté des centaines, c'était pas... c'était vraiment ça la fraternité. Ce que j'ai raconté sur mon grand-père, son associé, dans le bled, etc. Tout se faisait oralement, la confiance et tout. Mais il y avait aussi le reste. Moi, mon père, il nous a transmis que le bon. Quand on est arrivé, j'avais 8 ans, donc moi, je suis parti un peu la trouille, hein, on s'est barré en 67. Dans ma truc d'enfant, j'aurais pu avoir des trucs d'appréhension, le Maroc, c'est pas génial, je vais me libérer en France. Non. Mon père nous disait que le Maroc c'était génial. On vivait avec les Arabes, les musulmans, c'était génial. Bon. S'il m'avait transmis autre chose, est-ce que j'aurais été le militant de la fraternité, de l'égalité que j'ai été? S'il m'avait dit, ils nous ont chassés, c'est des salauds, est-ce que j'aurais pas été animé par le ressentiment et la revanche et l'envie de m'éloigner de valeurs de fraternité? Moi, ce que je sais, c'est qu'à Creil, très jeune, tout de suite, je me vivais dans la même condition que ceux qui venaient d'Algérie et qui venaient d'ailleurs et tout, parce que je venais du Maroc, j'étais un immigré, j'étais un exilé, je ressentais ce qu'ils pouvaient ressentir, et on m'a transmis ça. Et il y en a aujourd'hui qui passent leur vie à transmettre le ressentiment, la haine,
la revanche. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation, on est pris entre deux feux, entre des islamistes qui enseignent ça, des fachos d'extrême droite qui enseignent ça, avec Zemmour et Marine Le Pen et d'autres. Et nous, on veut continuer à transmettre cette fraternité, cet espoir qui ne s'appuie pas sur une utopie puisqu'elle a existé. Et on raconte qu'elle a existé. Merci David. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question ou réagir. Embêter David, éventuellement. Monsieur Belmohamed. Avec un micro là. Bon, aussi, mais peut-être pour la télé. Pour la télé, c'est exactement le sujet. Je ne sais pas si... bon, merci d'abord pour ce travail qui est vraiment intéressant, surtout dans la situation actuelle. Je ne sais pas si vous avez vu ce film documentaire qui a été fait par un jeune Marocain de Lyon qui est reparti dans son village. Hein? Jérusalem, Kamalashkar. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas du nom. Voilà, ce film-là, je l'ai vu 2 fois, j'ai trouvé ça merveilleux. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps à l'affiche, et qui a été vu par très peu de personnes. J'avais l'impression qu'il a été boudé aussi bien par les musulmans que par les juifs. Parce que pour les deux, je pense qu'il a raconté une histoire qui ne leur convenait pas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais dire brièvement, mais je ne me rappelle pas du titre, je ne sais pas si... Moi je l'ai, Ça s'appelle Tinrir, Jérusalem. Voilà, Tinrir. Voilà, Tinrir, c'est son village natal, ouais. Et Jérusalem, c'est là Voilà. où la plupart des Juifs sont partis s'installer. Voilà, c'est quelqu'un, un jeune étudiant, qui repart dans son village. mais là il est plus jeune. Oui, bon, bien sûr. Non, mais à l'époque où il l'avait fait, il se présentait comme ça. Et il est allé dans son village en vacances. Et puis, il se rend compte qu'il y avait plein de magasins fermés. Puis, il pose la question, c'est pas, enfin, au vieux du village, de sa famille. Et ils lui disent, c'est des magasins de juifs qui sont partis. C'était autour de l'indépendance. Et pourquoi ils sont partis? On ne sait pas. Voilà. On a, du jour au lendemain, ils ont commencé à partir en Israël. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en Israël pour chercher ces familles-là qui sont parties. Et là, comment il a été reçu? C'est extraordinaire, c'est d'une émotion sans égale. Je pense à une scène précise où il fait rencontrer par Skype, il fait rencontrer un juif du Maroc qui était parti donc, et un Marocain, un berbère marocain. Et là, il parlait même en berbère. Les Juifs parlaient berbère. Et les deux ont pleuré. Se retrouver comme ça. Et c'est magnifique. Si c'est pas assez connu ou diffusé, il n'y a pas de responsabilité. Il est en ligne. Hein, oui, il a dû le mettre en ligne. Il a eu des gros problèmes quand il a été programmé en salle au Maroc, puisqu'il y a eu des manifestations devant d'islamistes et de même, malheureusement d'organisations de gauche, qui boycottaient, qui appelaient à ce que ça ne soit pas programmé, que ça soit déprogrammé.
Bon, là-bas, les autorités ont plus ou moins protégé, mais enfin, ça lui a cassé les possibilités de faire ça tranquillement, surtout qu'il n'est pas très connu, et que c'était des petites salles, etc. Donc Kamel, on le connaît, je le connais bien. Ce qui est paradoxal, je ne sais pas pour me vanter, mais quand même, je veux dire la chose, parce que on plante des graines et il était étudiant, il m'a dit à l'âge de 16 ans, il a vu mon film sur Arte. Ah, Il me dit, j'ai eu le déclic à ce moment-là, parce que c'est l'histoire aussi que je dois raconter, et il a fait sa démarche, et un jour, il a pu faire un film. Donc, parce que tout ça, raconté autrement, c'est aussi dans mon film, qui est plus porté vers l'histoire et avec l'émotion et tout, puisque je fais revenir des vieux de ma famille, 40 ans après qu'ils aient quitté ce fond. Ils vivaient en Israël. Ils viennent, et pareil, ils les lâchent et tombent dans les bras de vieux Marocains musulmans avec qui ils avaient grandi, ou avec qui ils avaient... Et il y a des émotions incroyables de ce type. Ce film, il a continué, je pense là, il a fait une conférencière à la Fondation Jean Jaurès sur son film, il en a fait d'autres, mais quand vous dites qu'il a été plus ou moins boycotté par les musulmans, moi je me souviens qu'il a fait une projection à Ashkelon, qui est une ville juive, enfin une ville israélienne, pardon, où l'immigration marocaine a été très forte. Il y avait quasi du sable à un moment. Quand ils sont arrivés, ils ont peuplé, ils ont tout construit. Beaucoup de ma famille ont été là. Et, au moins la moitié de ma famille qui a été vers Israël a été là. Et donc je me souviens que ma tata, qui vit là-bas, la sœur de mon père, m'a appelé avec Kamel de la salle de projection où son film passait pour me dire que c'était fantastique, etc. Et il y avait eu 800 juifs marocains qui étaient venus voir son film à Ashkelon et qui étaient bouleversés, qui ont pleuré, etc. Donc cette mémoire est assez particulière. Je ne sais pas si toutes les communautés juives du monde musulman vivent la même chose en Israël. En Israël, les juifs du Maroc, même leurs enfants, sont très nostalgiques et très... cette histoire, ils l'ont pas rayée. Ils ont un lien avec cette histoire, ils la revendiquent même politiquement. Parce que c'était une société construite par des Ashkénazes, par des Juifs d'Europe, et quand ils sont arrivés, ils ont été dans les couches sociales les plus basses d'Israël. Et donc, pendant un bon moment, leur histoire a été occultée. Devant une histoire tellement écrasante, rescapé de la Shoah qui était là, bon, bah, ton histoire, tu peux la relativiser. En tous les cas, c'est pas comme ça qu'on fait l'histoire, mais ça a été comme ça. Et les Juifs marocains en Israël, c'est à travers des décennies qu'ils ont affirmé leur place, et encore aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a eu même des mouvements de Juifs marocains, on les appelait les Panthères Noires, qui se sont révoltés contre l'établissement israélien parce qu'ils voulaient leur place. Et je raconte bien ça dans le film, je vous recommande de voir, il est sur YouTube, en accès libre, ça s'appelle En paradis perdu et terre promise. Entre paradis perdu et terre promise. Ça raconte la vie là-bas et ensuite ça raconte pourquoi ils sont partis. Et c'est pas une raison, on a évoqué plusieurs. Dans ce film, justement, il raconte l'une des raisons pour lesquelles ils sont partis, c'est qu'on leur a dit maintenant, ça y est, ils sont indépendants, c'est musulmans, ils vont se retourner contre vous, enfin, quelque chose comme ça. Et quand ils sont arrivés en Israël, on leur a retiré leur passeport marocain au point où ils ne pouvaient pas retourner au Maroc, d'autant plus qu'on leur a promis des choses qu'ils ne leur ont pas données en Israël. Ça aussi, il le raconte bien. Enfin, ça, c'est les dégâts des idéologies. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais l'histoire, si ce que tu suggères, c'est qu'ils sont partis sans autre raison que le fait qu'on leur a dit des mensonges. C'est faux. Ça ne peut pas être un moteur de départ.
c'est que ils ne vivaient pas en situation tranquille. Il y a eu des pogroms. Comment dire, le pogrom d'Oujda, par exemple, est un pogrom directement lié à tout ça. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont essayé de vivre dans une relative tranquillité, minorité en pays musulman, les protectorats disaient qu'ils les protégeaient, ils étaient, disons, dans quelque chose où ils pouvaient être montrés du doigt par les uns par les autres. Mon père me racontait que la piscine naturelle de Sofro, sous le protectorat, était autorisée aux juifs et aux musulmans la veille où on la lavait. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aller se baigner, les juifs et les musulmans vivaient les discriminations du protectorat. Mais quand même, le protectorat, à un moment donné, quand il y a la montée des nationalismes arabes, qu'il y a les guerres israélo-arabes, etc., avec l'indépendance, il y a une crainte, bien entendu. Il y a une grosse crainte, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais quand même, en Égypte et tout, on leur donnait 24 heures pour se barrer, les juifs. En Irak aussi. Et donc, est-ce qu'on ne va pas se faire... bon, donc, il y a eu des messages envoyés par le roi Mohamed V de dire restez, vous êtes mes sujets, vous aurez. Mais ils n'avaient pas les mêmes droits. Par exemple, ils pouvaient occuper tous les postes que les Français occupaient et qui se sont barrés. Il y avait besoin de remplacer dans l'administration. Donc les Juifs pouvaient y aller. Mon père aussi s'est engouffré là-dedans. Il a eu des promotions. Dans les PTT, il est monté. Mais bon, toutes les fonctions régaliennes et décisionnaires, c'était quand même pas pour eux. Et cette insécurité qu'ils vivaient, de savoir, c'est parce qu'il y avait de la propagande qui mélangeait juifs et sionistes. Il y a eu des pogroms et il y a eu des exactions. Et je vais finir par un truc bête, parce que on le raconte dans le tome 2, pour comprendre que ce n'est pas que de la propagande sioniste qui les fait partir. C'est que mon père qui dit « Moi, je reste au Maroc, c'est mon pays, je suis patriote marocain », qui reste quand toute sa famille s'est déjà barrée. On est en 67, il y a la guerre des signaux. Il prend le journal de son syndicat, il était militant syndical, l'UMT, l'Union marocaine du travail, et il y a ces hypersionistes qui prennent le travail des vrais Marocains. Il y a une liste et il y a son nom. Jamais été sioniste, c'était juste juif, quoi. Mais c'était une façon de prendre leur place. C'est-à-dire que les nationalistes, c'était aussi une façon, on les dégage, on va prendre leur place, leur bien, leur machin, c'est un truc. Bon. Sous couvert d'idéologie nationaliste, c'était de l'antisémitisme à l'état brut, pur, tel qu'ailleurs, où on les chassait pour prendre leurs biens et pour les... Et donc mon père a décidé à ce moment-là que c'était plus possible, il avait tout fait pour rester, et va se barrer en même pas 2 mois. On a tout laissé, on s'est retrouvé à Creil. Il a recommencé toute sa vie professionnelle à zéro ici, parce que l'administration des PTT du Maroc n'avait pas d'équivalence en France. Et donc lui, il n'a pas... Lui, c'est l'inverse. Il a résisté même à cette idée sioniste, émancipatrice. Il ne voulait pas. Mais il a été obligé de partir. Donc il y avait des raisons. Il n'y a pas que... Il y a eu une propagande qui leur disait il faut partir en exagérant ce qu'ils pouvaient vivre et tout. Mais eux ressentaient une insécurité ancestrale. On est une minorité, un jour ça va nous tourner sur la tête. Et on leur promettait qu'ils ont un pays où ils seraient souverains, où on ne pourrait pas les discriminer parce qu'ils sont juifs. On les a discriminés socialement et tout, mais plus du tout parce qu'ils étaient juifs en Israël. Une réaction et puis c'est pas vraiment une question. Pardon, c'est pas vraiment une question, c'était pour répondre à monsieur. Et j'ai vu pour la première fois la chanteuse Netta El-Kayam dans un des films justement de Kamal Ashkar. Netta El-Kayam, c'est une jeune israélienne, donc née en Israël, mais de parents qui viennent de Tinrir, et qui a décidé de reprendre tout le répertoire de sa grand-mère, qui chantait en judéo-arabe, ou en judéo-berbère d'ailleurs. Alors il la montre toute jeune, elle commence, bon, elle a fait une carrière internationale, elle chante toujours dans ces langues-là, avec des orchestrations assez modernes, c'est absolument génial. Elle chante donc dans ces langues en Israël, où il y a tout un mouvement
et à l'international aussi, où il y a tout un mouvement finalement mondial, hein, où les gens se réapproprient aussi leurs propres racines. Je dis ça, c'est pas pour faire de la pub, elle passe demain à l'Écuge, c'est-à-dire le Centre communautaire juif de Paris, mais je crois que c'est complet. Mais voilà, pour vous dire que ces histoires de mémoire, elle chante essentiellement en arabe en réalité, mais elle a des chants en hébreu et en judéo-berbère, et en berbère tout court d'ailleurs, puisqu'elle allait chanter aussi à Lima, à l'Institut du monde arabe. Mais voilà, il y a les idéologies officielles, et puis il y a aussi tout ce qui circule chez les peuples et dans les pays dont on ne parle pas. Une dernière réaction, c'est ça, c'est et puis parce qu'il est déjà 9h. Il fallait boire un coup. On va louper le match de 10h, il est pas mal. Il y a un match. On va louper le match et le pro, parce que moi je voudrais quand même 2 réactions de la part de David par rapport à ce qu'on est en train de se dire ce soir. La première réaction, c'est quand tu parles de amour, quand on feuillette, quand on fouille amour, moi ça me... Amour, voilà, je le prononce mal, mais c'est parce que... voilà. Ça me rappelle un peu le livre de Didier Nebo, Les tribus oubliées d'Israël au Maghreb. C'est-à-dire que vous deux, quand vous évoquez ces histoires familiales, ces histoires de tribus oubliées, vous deux vous dites en fait qu'on a toujours au Maghreb tenté de faire croire, ou tenté en tout cas d'assimiler la présence juive au Maghreb, soit comme une anecdote, alors qu'elles auraient été éminemment influentes et éminemment loin d'une anecdote, soit pire, comme étant assimilé finalement aux colonisateurs français à qui il faudrait faire repartir. Je veux ta réaction là-dessus, c'est-à-dire à quoi on peut attribuer ce mauvais réflexe qui systématiquement, y compris au Maghreb, désigner les tribus juives comme bouc émissaire du colonialisme ou de je ne sais quoi. Et puis la deuxième et dernière réaction, c'est ton image m'a beaucoup intéressé en tant que président de l'association de culture berbère, venir avec sa valise dans la Maison France, c'est-à-dire que nous, à la CB, et tu le sais, tu en fais partie, on considère que le côté berbère, c'est notre langue, notre musique, notre cuisine qu'on aime partager avec tout le monde. Et puis ensuite, on invite des combats qui sont républicains, l'égalité femmes-hommes, la laïcité, etc. Mais ne penses-tu pas que, quand même, ceux qui sont partisans de la sacralisation des différences contribuent quand même à une forme de tension dans notre société? C'est-à-dire qu'il y a quand même des partisans de personnes qui disent « moi, ma différence, tu n'y touches pas. Je la partage même pas. » Voilà, notamment les fondamentalistes. Et ça, peut-être que ça crée des compétitions de mémoire. Et là, le côté enrichissant devient plutôt côté de tension. Quand on essaie de sacraliser ces différences, la valise, on la ramène, mais il faut arriver à l'ouvrir, à la refermer, à la partager, mais pas à la sacraliser. En disant, tu n'y touches même pas, tu la regardes même pas, parce que là, du coup, c'est des compétitions de mémoire et c'est des tensions. Juste ces 2 réactions. Voilà, 2 questions faciles, que tu vas répondre en 30 secondes. C'est pas mon genre, mais c'est mon défaut. Mais d'abord, ça me permet de faire une petite circulation sur une actualité. Et c'est quand j'ai dit ce qui est particulier au Maroc. Il y a des défauts au Maroc. Les uns et les autres peuvent les... Mais j'ai dit ce qui était quand même plus qu'important que dans la Constitution, on reconnaisse les identités multiples qui ont façonné le Maroc. On ne peut pas comparer avec l'Algérie là-dessus. Et donc, après, les conséquences sont directes. C'est que ce travail de revendication de l'apport de la présence juive dans le monde marocain n'existe pas au Maroc. Ce n'est pas valorisé. C'était aussi important. Si vous regardez les chanteurs arabes, en arabe, arabisant des années 30, 40, 50, mais les gens ne savent même pas qu'ils étaient 6 mois le Maghrébi, etc. C'est des juifs. J'ai même vu quelqu'un qui a d'ailleurs, à un moment donné, fait des détours pas par la CB, mais parce que vous représentez, qui a été même ministre de la Culture, vous voyez de qui je parle,
en Algérie et qui a osé cette phrase, il faut enlever la culture juive de la culture algérienne. Extirper. Non, des sionismes. Tu parles de Que tu Messaoudi. veux. C'est Khalida Messaoudi. C'est Khalida Oui, Messaoudi. oui. Non, c'est pas si je veux, c'est ce qui a été. Oui, d'accord. Ah, c'est Ah, catastrophique. c'est pas si je veux. Voilà. Catastrophique. Et donc voilà, c'est malheureux. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'il faut même aller enlever les traces réelles qui pourraient exister. C'est même pas entretenir les cimetières ou les trucs. Non, non, c'est l'inverse. Aller rechercher au tréfonds comment, bon, ce qui est une entreprise totalitaire. Ça. Bon. Et c'est contre ça qu'on doit lutter. Après, voilà. Dans la conception de la République française, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est encore un combat. C'est-à-dire qu'on est encore là pris entre deux feux. Les fachos, ceux qui combattent les étrangers, qui sont racistes, ont toujours été anti-laïcs. C'est eux qu'on avait en face. Les grandes manifs laïques, c'était la gauche. Et les pires qui s'appuyaient sur des réseaux catholiques traditionnalistes, fondamentalistes, etc., c'était eux. Maintenant, ils viennent et ils brandissent le drapeau de la laïcité pour justifier le fait qu'ils combattent les musulmans ou qu'ils sont racistes contre les musulmans. Donc c'est un problème pour nous, parce que bien sûr, pour des générations, la laïcité devient un vecteur d'oppression. C'est ça, ils le vivent comme ça. Donc il faut reprendre ce drapeau. Et la laïcité, c'est certainement pas ce que disent les fachos aujourd'hui, qui est raciste et qui essaie d'essentialiser une religion par rapport à d'autres qui serait plus oppressive que l'autre. Toutes les religions n'ont pas respecté l'égalité homme-femme. Si on les prend au pied de la lettre, elles peuvent être fondamentalistes. Et aujourd'hui, en Israël, il y a des courants qui dominent même dans le gouvernement Ben Gvir, etc., qui sont messianiques et donc qui justifient l'oppression des autres, hein, tout simplement. Avec une suprématie juive au-dessus, il y a les suprémacistes chrétiens qui, eux, sont beaucoup plus nombreux, étendus et avec beaucoup plus de pouvoir dans le monde. Et il y a les islamistes, et bien, tous ces gens sont en train d'essayer de faire qu'on soit dans des haines et dans des guerres perpétuelles, qu'on soit enfermé dans... Et de l'autre côté, la réponse, ça doit être une réponse républicaine, mais qui ne va pas dire pour être républicain, il faut que tu oublies d'où tu viens. On ne l'a pas dit aux Bretons, on ne l'a pas dit, voilà, des fois un peu dit, hein. Si, un petit peu. Non mais c'est pour ça, non mais on ne l'a pas dit, on le dit pas comme ça, mais ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu, et pareil, on ne le dit pas comme ça à ceux qui viennent d'Algérie ou du Maroc et tout, mais on leur dit un peu que ça serait bien, c'est vaut mieux que tu changes un peu ton nom si tu vas avoir un boulot, ou que tu dises pas de quel quartier tu viens. Donc ces discriminations, elles continuent à exister, et de l'égalité qui est créée au fronton de nos mairies, il faut en faire des réalités vécues. C'est pas encore gagné, et c'est notre combat commun avec l'ACB depuis des décennies. Justement, je pense que ce sujet-là, il y a comment ça s'appelle, des identités meurtrières d'Aline Malouf qui expliquent très bien ces choses. Très bien, c'est génial. Voilà. Parce qu'on s'enrichit à partir des différences. Quand on rejette l'autre, on rejette sa culture, on rejette son savoir, donc on s'appauvrit de ces choses dont on peut s'enrichir soi-même. Voilà. Merci bien. Merci David. Donc le livre est disponible à la vente et à la dédicace. Nous allons nous retrouver à l'étage supérieur où il va faire beaucoup plus chaud qu'ici. Donc il y aura de quoi partager un verre, histoire de se rafraîchir. Comme tu m'as dit. À très bientôt David et encore merci. Et je veux qu'on remercie aussi avec moi Alain, mon frère, qui n'est pas pu être là, et qui est vraiment... c'est d'abord lui. Cette BD, c'est d'abord lui, parce qu'on met beaucoup plus de temps à dessiner qu'à écrire.